Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a quitté Bamako hier après-midi. Le souverain marocain boucle ainsi une visite de 5 jours dans notre pays. Le séjour de Sa Majesté a été sanctionné par un communiqué conjoint dans lequel les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération dans tous les domaines. Un reportage de Brahma Traoré. Séjour bien rempli pour le roi Mohamed VI à Bamako. 5 jours de visite d'État avec à la clé la signature de 17 accords bilatéraux et multisectoriels, l'inauguration, la pose de la première pierre de certaines infrastructures majeures de développement. Bref, l'horizon semble être totalement dégagé dans la coopération maliano-marocaine. L'évidence est bien les engagements pris par les deux parties contenus dans un communiqué conjoint. Sur la crise sécuritaire au nord du Mali, par exemple, les deux chefs d'État ont une identité de vue. Pas question de remettre en cause l'unité territoriale et la stabilité du Mali. Le roi Mohamed VI félicite le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour l'ouverture à Bamako des négociations entre l'ensemble des composantes du pays dans le cadre du dialogue inclusif. À son tour, le chef de l'État reconnaît et apprécie l'engagement du souverain marocain dans la facilitation d'une solution politique à la crise du Nord. IBK et Sa Majesté Mohamed VI entendent également apporter tout leur soutien aux efforts visant à dynamiser davantage la CNSAD pour la paix et le développement dans la région sahélo-saharienne. Sur le volet économique, le Maroc va apporter son soutien à la mise en œuvre du plan pour la relance durable du Mali. Un plan soutenu par la communauté internationale lors de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013. Dans le même sens, les deux chefs d'État conviennent de la tenue dans les meilleurs délais de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Maroc. Par ailleurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta déplore l'absence du Maroc de l'Union africaine. Il se dit déterminé à œuvrer de commun accord avec ses pairs africains pour le retour de ces pays au sein de l'organisation panafricaine. Enfin, le roi Mohamed VI a invité le président Keïta à effectuer une visite d'État au Maroc. L'invitation a été acceptée et la date sera fixée par voie diplomatique. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le roi Mohamed VI ont inauguré hier après-midi le boulevard Mohamed VI. Il s'agit de la voie qui mène à Sebeninkoro passant devant l'ex-institut Marchou. Un reportage de Youssouf Diakité. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le roi Mohamed VI renforcent davantage les liens fraternels de coopération entre les deux pays, le Mali et le Maroc. Cela se justifie ici par le baptême de cette rue boulevard Mohamed VI. Il s'agit de la voie qui mène à Sebeninkoro passant devant le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, l'ex-institut Marchou. En faisant ce choix, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, réaffirme son attachement aux liens séculaires entre les deux pays, comme pour dire qu'entre frères, l'on peut toujours se perdre de vue, mais jamais l'on ne se sépare définitivement. La confirmation des deux pays liés par le sang et l'histoire. Et visiblement, ce qu'on pouvait lire sur les visages, c'est que l'axe Rabat-Bamako se renforce de jour en jour. Sa Majesté Mohamed VI, avant de quitter notre pays, a décoré Toumani Djimé Diallo, secrétaire général de la présidence de la République du Mali. Ce geste vise à saluer l'homme pour les efforts accomplis dans le cadre de l'amélioration des relations entre le Mali et le Maroc. Nyanya Aliou Traoré. Deux cérémonies. La première consacrait la décoration de Toumani Djimé Diallo et la seconde était la remise par notre président de la République à son hôte royal de cadeaux. La décoration du secrétaire général de la présidence Toumani Djimé Diallo n'est pas fortuite. Ce fin diplomate a participé activement au raffermissement des relations entre le Mali et le Maroc. En poste depuis novembre 2010 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali au Royaume du Maroc avant sa nomination à Koulouba, Diallo était chevronné du travail bien fait. Ses collaborateurs disent de lui un homme assidu, doté d'une grande capacité d'analyse et de décision. Cette décoration vient s'ajouter au lot de reconnaissance déjà acquise par l'homme. Notez que le secrétaire général de la présidence est chevalier de l'Ordre national du Mali. L'autre cérémonie concernait une remise des plus symboliques. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert un cheval tout de blanc à son invité frère et ami, le roi Mohamed VI. Dans nos traditions,
Le cheval symbolise le pouvoir, la gloire, bref, la royauté. Ces cadeaux viennent ainsi donc conforter cette position du roi du Maroc. Un autre cheval a été offert par le shérif de Nioro et un bélier par le ministre du Développement rural à Sa Majesté. Le roi Mohamed VI, très impressionné par la stature du mouton, posait beaucoup de questions sur l'animal, à savoir qu'est-ce que signifie un bélier dans nos traditions. Et un président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tout simplement ravi de lui raconter nos mœurs et coutumes. La section du Parti de l'Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité, PIDS, de la commune 1, a tenu une rencontre avec ses militants samedi pour les féliciter et les inviter à redoubler de vigilance pour les échéances futures. Compte rendu de Mamourou Sidibé. Cette rencontre de la section PIDS de la commune 1 du district de Bamako a pour but non seulement d'échanger sur la vie du parti, mais aussi et surtout de se donner une nouvelle orientation pour relever les défis à venir. Certes modeste, mais le parti a pu mener quelques actions sociales dans la commune, telles que des stages de qualification de l'APEJ et de l'ANPE à des jeunes du parti, tricycles à des handicapés, des prises en charge des malades et des donations en nourriture dans le mois de carême, médicaments et fournitures scolaires, des agents électoraux et des présidents de bureaux de vote dans le district à l'intérieur du pays. Le chemin de la victoire est long et semé d'embûches. La secrétaire le sait bien. C'est pourquoi elle est résolument engagée pour la consolidation de l'unité au sein du parti. J'ai constaté l'engagement, le patriotisme, la bonne volonté des militants lors des élections législatives et présidentielles passées. C'est juste pour leur dire de s'unir pour relever les défis, d'être ensemble et puis les remercier, les féliciter. Leur demander de bien préparer les communales à venir. La jeunesse du parti, elle aussi, rassure la secrétaire générale de son soutien pour les échéances futures. Avec des citoyens patriotes comme vous, il est possible de créer, de construire, de partager et de garantir aux peuples les rêves auxquels ils ont toujours aspiré. Aspirations qui portent sur un Mali dans lequel la démocratie et la solidarité constitueront l'essence première pour lui assurer une indépendance éternelle. Plusieurs témoignages ont été faits à l'adresse du parti et de sa secrétaire générale en commune 1. Témoignages sur son courage, son engagement et son attachement pour la cause du parti. Première édition de consultation gratuite et don de médicaments au centre de santé communautaire de Faladje en commune 6 du district de Bamako. C'était samedi dernier. Organisée par l'amicale Dr Mokhtar Dambélé des médecins de la commune 6, cette consultation a concerné les enfants et les personnes âgées. Un reportage de Innaba. C'est pour rendre hommage à l'un des pionniers de la santé communautaire, à savoir le docteur Mokhtar Dambélé, que l'amicale des médecins de la commune 6 qui porte son nom a organisé des consultations gratuites et dons de médicaments. Un geste très salutaire par la population de la commune 6. Je suis productrice de jardin. On nous soigne gratuitement. Chaque fois qu'on a des blessés, on les amène et ils sont traités. On n'a pas eu de problème. Quand tu es malade, on te soigne comme tu veux. La demande d'intervention, c'est la consultation pédiatrique, gériatrique, gynécologique et surtout au niveau de la consultation générale. L'appel qu'on a lancé à la population, nous savons qu'il y a un besoin réel de santé au niveau de la population. Donc c'est une opportunité pour les gens de venir se consulter et de recevoir les médicaments pour vraiment être en bonne santé. Créée en 2011, l'amicale Dr Mokhtar Dambélé se fixe comme objectif de suggérer à l'administration et aux partenaires toute initiative visant à améliorer l'état de santé de la population. Salubrité, sensibiliser les populations sur les questions d'hygiène et d'assainissement à l'échelle nationale pour qu'elles soient une habitude citoyenne de tous les jours. Voilà l'objectif du lancement de la journée nationale de salubrité au niveau de la région de Mopti. Un reportage de Aminata Touré. L'organisation de cette journée a pour but de jeter les bases d'une action citoyenne continue dans le temps pour l'amélioration du cadre de vie des populations, comme décrit dans la politique nationale de l'assainissement. Comme vous le savez, l'assainissement de la ville de Mopti constitue une préoccupation importante des autorités communales. Cependant, force est de reconnaître que les efforts de la commune seront vains si la population ne change pas de comportement vis-à-vis de son environnement. Le moment est venu
pour que chaque citoyen malien se sente responsable pour bouter hors de nos villes, de nos villages et quartiers, l'insalubrité qui gangrène notre habitat. Car de même qu'il est un devoir pour notre génération, tel que stipulé dans la Constitution, de préserver et de léguer un cadre de vie assaini et sain aux générations futures. Selon les autorités, l'institutionnalisation d'une telle journée nationale vient relever le défi de l'assainissement au Mali, d'autant plus que le pari pour l'atteinte des EMD est loin d'être gagné. Je vous invite tous à donner un cachet particulier par votre participation active et effective aux activités de salubrité organisées sur l'ensemble du territoire de la région. Si ce lancement constitue un moment privilégié de sensibilisation, il n'en demeure pas moins que les actions qui seront entreprises doivent être poursuivies et suivies par l'ensemble des acteurs. Le premier coup de balai autour de la synergie d'action pour vaincre le pari Mopti Ville Propre a été donné par le directeur de cabinet du gouverneur. À Koulikoro, la cérémonie de lancement de la journée de salubrité a été marquée par l'engagement des acteurs et le matériel d'assainissement à la mairie de la commune urbaine. Un reportage de Seydou Traoré. En deuxième région, c'est bien parti pour la lutte contre l'insalubrité. La salubrité offre ainsi l'opportunité à chaque citoyen de se déclarer combattant contre les ordures et aller vers un changement de comportement. Dans la capitale du Méguétan, les autorités communales sont unanimes que sans salubrité, pas de santé durable et ni autre développement. Dans le souci d'offrir aux populations un cadre de vie sain, pouvant leur garantir de bonnes conditions de santé, la commune a fait l'option de se concentrer sur l'assainissement collectif en impliquant les organisations féminines et de jeunesse. Dans la région de Koulikoro, les efforts consentis par les ONG, les groupements de femmes et jeunes dans le domaine de la salubrité ont été salués sur place par les intervenants. Une occasion pour les autorités administratives, au nom des services techniques, de remettre un lot de matériel d'assainissement à la mairie de la commune urbaine. Il s'agit de brouettes, pelles, râteaux, gants et de balais. Il faut reconnaître que l'insalubrité est accentuée par nos villes qui ne connaissent pas une urbanisation réelle, mais c'est des agglomérations sans développement. C'est pour moi l'occasion d'engager tous les responsables administratifs et politiques, les responsables des collectivités territoriales à tous les niveaux et l'ensemble des acteurs à s'impliquer pour la réussite durable de cette journée nationale de salubrité. Avec le lancement de la journée régionale de salubrité, les truelles, pelles, brouettes et charrettes sont désormais mises en contribution à chaque dernier samedi du mois pour ramasser régionales et des commissions locales chargées de l'organisation. Ont enlevé la première place dans le concours École propre organisé dans 33 écoles des Caps de Mpesoba, Koutiala et Zangasso. Un reportage de Outanga Dambili. Dans le cadre de son programme d'hygiène et d'assainissement, l'ONG Alpha Log, avec l'appui de l'UNICEF et de la SNV, avait lancé un concours dénommé École propre entre 33 écoles des Caps de Mpesoba, de Zangasso et de Koutiala. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au groupe scolaire de Molobala, qui s'est classé premier avec 105 points. C'est dans une atmosphère festive que le prix aux écoles gagnantes a été remis par les responsables présents. Mais auparavant, les temps forts des activités ont été les discours du chef de village, du maire de la commune rurale de Koningé et du directeur de l'académie d'enseignement de Koutiala. Tous ont manifesté leur satisfaction car une école propre dans un environnement assaini est une activité importante. Les responsables du programme WASH de l'ONG Alpha Log sont conscients de l'enjeu. Après un an d'intense activité pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire, après évaluation des écoles qui ont participé à la compétition, nous avons constaté qu'il y a eu de grands progrès. Cela veut dire que les écoles se sont appropriées les messages qui ont été diffusés. Et maintenant, nous pensons qu'ils vont continuer après ce concours, qui est juste un exemple pour les encourager. Les objectifs du projet WASH, promouvoir l'hygiène au milieu scolaire, pour que les élèves et les enseignants s'adaptent aux pratiques d'hygiène, impliquer beaucoup d'autres écoles qui ne sont pas prises en compte dans les programmes de cette année. Les prix étaient composés de bassines, de cartons de savon, des balais et des brouettes. Signalons que toutes les écoles ayant pris part au concours ont reçu des équipements d'hygiène et d'assainissement.
Restons toujours dans le domaine scolaire universitaire. Le manque de structures sanitaires et sécuritaires ainsi que les cantines, voilà quelques difficultés que rencontrent les campus universitaires de notre pays. Depuis la rétrocession de ces structures par l'AEM au Centre national des œuvres universitaires, le surpeuplement connaît une baisse d'environ 50%. Pour 100 000 étudiants, l'université dispose seulement de 8 campus d'une capacité totale de plus de 1200 lits. Agali Agissa. Les campus universitaires sont des résidences exclusivement estudiantines. Les occupants sont pour la plupart des étudiants venus de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. La jeune université du Mali dispose seulement de 3 campus d'une capacité d'environ 1200 lits dans le district de Bamako. Une offre en deçà de la forte demande qui entraînait le surpeuplement dans ces logements. Malgré les efforts consentis par l'État à travers le centre, les pensionnaires déplorent certaines insuffisances. Ils ne sont pas aussi nettoyés. Des chambres, ainsi de suite. Il n'y a pas de cantine ici. Nous sommes 4 filles dans cette chambre, donc nous, on prépare ensemble. L'autre aspect de difficulté, c'est le retard dans le paiement des trousseaux et des bourses, ce qui amène les étudiants à se livrer à d'autres activités comme les petits commerces pour joindre les deux bouts. Les responsables du CENU restent conscients des défis à relever et ne cessent de multiplier les efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Le nombre des occupants des chambres a été réduit de plus de 50% depuis la rétrocession de ces infrastructures par l'AEM au CENU en août 2011. Aujourd'hui, le nombre requis est de 8 étudiants par chambre au maximum contre 25 les années précédentes. Selon le directeur général du CENU, sa structure dépense plus de 140 millions de francs CFA pour l'entretien des locaux. Il n'y a vraiment pas de grand problème. Il n'y a pas de grand problème par rapport aux années précédentes. On est en train de mettre petit à petit en place les autres structures après les dortoirs, c'est-à-dire les terrains de sport et les salles de jeu. Il y a une salle où il y a la télé, ensuite les cantines. Donc chaque année, il y a effectivement une partie du budget qui va rien que dans la réhabilitation des portes. Et puis, ce qu'on attend de l'État, en réalité, il faut qu'il pense en réalité au sort des étudiants. Dans quel contexte? C'est-à-dire ils n'ont qu'à penser à verser les trousseaux dans les comptes à temps, en même temps les bourses à temps. Il faut que les mesures sécuritaires soient déployées sur la colline. Il faut que les étudiants étudient dans la quiétude. Les regards restent tournés vers le sentier de Kabbalah qui ne permettra pas cependant de combler les attentes en termes de logement des étudiants. Kabbalah, c'est vraiment la perspective, n'est-ce pas, très proche. C'est vraiment un village universitaire parce qu'il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a le centre de santé, il y a un grand restaurant, il y a un supermarché, il y a des infrastructures sportives et tout ce qu'il faut. Les cités qui sont actuellement fonctionnelles, en fait, ne vont pas. Kabbalah fait 4000 personnes, mais on a 100. Est mise en place chaque année pour l'attribution des lits aux étudiants selon des critères. Les bénéficiaires payent 10 000 francs par année scolaire, soit 1 000 francs par lit et par mois. Le CENU met à contribution le bureau de coordination de l'AEM pour la supervision de l'entretien des chambres et des blocs. Culture, le livre, la course de pirogue et maintenant, voilà le pinceau du plasticien. Près de 15 artistes plasticiens ont exposé sur une dizaine de sites lors du festival sur le Niger à Ségou. Valérie Oka, une artiste. La performance de Valérie Oka est le sujet. Ce que vous voyez n'est pas une chambre ordinaire. Le décor exhibe le passage de la violence par là. La scène est appuyée par un film projeté en boucle. Du bruitage aux images en passant par les décors,
surtout par condamnant les violences faites aux femmes. Chute parce qu'on ne parle pas de ça, on n'en fait pas la promotion véritablement. Chute parce que dans nos traditions africaines, souvent on dit à la femme, quand la femme dit « Ah, mon mari m'a battu », on lui dit « Ah, mais il faut que tu supportes ta douleur, ça va bénir tes enfants. Même l'homme qui frappe sa femme, il ne va pas aller chanter sur tous les toits qu'il a frappé sa femme. » Valérie Oka est une artiste graphiste et designer qui peint dans le style du pop art et de l'art conceptuel agenceur d'installation, comme ici aussi. La table à manger que vous voyez est une œuvre d'art. Alors en fait, cette réalisation, c'est pour mettre en valeur les liens qui nous unissent, nous, êtres humains. Le dialogue, parler, partager. Cette pièce-là invite en fait 12 personnes, des personnes de notoriété qui ont du caractère et qui peuvent dire des choses. Donc on dîne et donc à la fin je demande aux participants de laisser une trace de leur émotion sur la table et quand le dîner se finit, on laisse la table telle qu'elle est et le visiteur pénètre dans cet univers. Ces peintures sont réalisées sur des plastiques transparents. Le rouge est dominant car Valérie a sa conception des couleurs. Mais par exemple, le rouge, pour vous, peut représenter la force, la puissance, l'amour, la passion. Et pour moi, peut représenter la mort, le sang, la violence. Et tout ça dépend des traumatismes que chacun de nous a pu avoir tout au long de notre vie, de bébé jusqu'à maintenant. Et en fonction des expériences qu'on a vécues émotionnellement, on a enregistré à l'intérieur des choses. Valérie Oka expérimente l'interrelation perverse et conflictuelle des pulsions et des émotions. C'est ce qui justifie le titre Pulsion de cette exposition. Exposition dont la qualité technique et artistique a été saluée. L'exposition de Madame Valérie nous a beaucoup réconfortés. Et à travers cette performance, nous avons su qu'il y a une autre exposition aussi à travers l'exposition dîner et puis sur les pulsions. Ces installations qu'on appelle une performance, qui est une première, je m'en vais vous dire, cette édition au niveau du festival sur le Niger, et dont le public malien ne connaissait pas très bien sur la performance dans le domaine des arts plastiques parce que c'est un peu méconnu. L'exposition Pulsion fait partie des recherches que l'artiste mène sur les relations humaines et interpersonnelles, sur la relativité entre les choses et les limites imposées par les conventions sociales. Pour Valérie Oka, les traumatismes émotionnels hérités du passé agissent continuellement en nous comme des prisons virtuelles, d'où cet appel aux femmes pour qu'elles brisent enfin le silence. Il me paraissait important, comme justement c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, de mettre ça en relief et surtout pour interpeller les hommes mais aussi les femmes, pour qu'elles sachent que la violence conjugale, c'est un crime. La 10e édition du festival sur le Niger a été un festival des arts visuels au cours duquel des artistes se sont exprimés à travers leurs pinceaux et collections à l'image de Valérie Oka. Elle est à coup sûr une figure emblématique et un accélérateur du mouvement de l'art dans la région ouest africaine.